Donc oui, je vous présente Nadjet. Donc Nadjet est titulaire d'un Master 2 en langue étrangère appliquée de l'Université Paul Valéry à Montpellier, en France. Entre 2012 et 2017, elle a été chargée de cours au State University of New York à Geneseo, où elle enseignait le français langue étrangère et la traduction. Nadjet s'intéresse notamment à l'acquisition du langage ainsi qu'à l'évolution du français, et elle est actuellement inscrite au doctorat en traduction, option traductologie, ici à l'Université de Montréal. Son projet de recherche porte sur l'exploration du traitement des règles d'accords assimilées par un modèle de traduction automatique neuronale. Sa présentation aujourd'hui s'intitule « Fondements et enjeux de la féminisation de la langue française ». Merci beaucoup, Étienne. Merci à vous aussi. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici et partager avec vous cette recherche. Donc, oui, le lien avec la traduction automatique et la féminisation, je pense que ça va être la partie la plus complexe pour moi à justifier ici parce que ma thèse traite des systèmes automatiques de traduction neuronaux. Donc, ce que je dois faire, c'est explorer le système, comment est-ce qu'il traite les règles, notamment les règles d'accord. Donc, lorsque je me suis intéressée pour la première fois, je dois l'avouer, à l'écriture épicène et à la féminisation, c'était pour voir comment est-ce que cela pourrait affecter ma recherche. Parce que dans les systèmes neuronaux, une partie très importante, c'est l'apprentissage automatique et où le corpus est vraiment la pièce maîtresse. Donc, je me suis posé la question, lorsque j'ai vu toutes ces différentes formes, justement, d'écriture épicène, de féminisation. C'est avec beaucoup d'ignorance au début. Comment est-ce que cela pourrait affecter mon travail? Donc, je me suis mise à récolter un corpus et puis pour en faire un échantillon représentatif et voir en quoi est-ce que ça modifierait mes résultats. Et c'est justement lorsque je faisais ça que je me suis rendu compte que l'écriture épicène, le langage inclusif et la féminisation, ça allait bien au-delà de ces exemples parfois sulfureux sur lesquels on tombe très facilement, que ce soit en ligne ou dans les médias. Et c'est là que je me suis dit, en tant que professionnelle de la langue, on est amené parfois à prendre des décisions et que c'était très important de les prendre en connaissance de cause. Donc, voilà un petit peu, je ne sais pas si ça justifie bien le rapport avec mon travail. Donc, on va parler aujourd'hui de la féminisation linguistique, mais pas que, ça va être un petit peu l'écriture épicène. Mais j'ai un petit peu hésité entre ces deux appellations, féminisation et écriture épicène. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc, la féminisation, ça va être un petit peu l'axe, si vous voulez, ou la trajectoire que je vais suivre pour parler de tout ce qui l'englobe, donc ses définitions, sa nécessité, une brève chronologie, et puis les répercussions liées au problème, parce qu'on va voir la féminisation, elle est là pour répondre à quels problèmes et quelles sont les répercussions de ces problèmes, les propositions, des initiatives en faveur de la féminisation, mais sans trop rentrer dans les détails. Donc il ne va pas s'agir de stratégie ou de méthode pour féminiser. Réception des propositions et je vais insister un peu sur l'Académie française. On verra pour quelles raisons. Les arguments sont très intéressants. Et voilà, donc les arguments contre la féminisation, réponse aux arguments et puis réflexion personnelle à la fin. Ok, donc la féminisation, qu'est-ce que c'est ? Bon, j'ai essayé de réunir d'abord une définition qui soit neutre, parce que, bon, alors j'ai choisi celle de la Banque d'épanage linguistique. Donc ici, on nous dit qu'il faut distinguer deux niveaux de féminisation linguistique. Donc la féminisation lexicale et féminisation qu'on appelle aussi syntaxique, et que là, on fait appel à la rédaction épicène. Alors, cette dernière consiste à employer des appellations au féminin à côté des appellations masculines. Jusque-là, tout va bien. À abandonner progressivement le masculin. Abandonner, on verra bien s'il s'agit bien d'abandonner ou autre chose. Et puis aussi à offrir une égale représentation des femmes et des hommes dans le texte. Vous verrez que le verbe ici, offrir, n'est peut-être pas adéquat. Sinon, des définitions un petit peu plus engagées. Alors, la féminisation désigne un ensemble des procédés d'écriture ou de discours pour éviter l'emploi générique du masculin. Elle transforme donc les mots à travers la féminisation lexicale et les phrases à travers la féminisation syntaxique pour dégenrer
le français. Là, on sent un petit peu plus l'offensive, dégenrer le français, ou encore pour mettre en lumière l'existence des femmes. Et ça, c'est au moyen de stratégies. On refuse d'accepter, le masculin l'emporte, pour proposer une façon d'exprimer sans sexisme. Donc, un mot-clé, sexisme. Et puis sinon, encore plus engagé, féminiser la langue, c'est quoi? En fait, c'est mettre un terme à sa masculinisation. Donc, on note ici le rapport de force, peut-être. Ok. Alors, c'est un remède à quel problème? Ce qu'on dénonce, c'est une langue sexiste. Une langue sexiste, ça revient très souvent dans les nombreux ouvrages que j'ai feuilletés, donc au niveau lexical, comme par exemple l'absence du féminin pour certains titres et non de fonction. D'ailleurs, c'est vraiment l'aspect sur lequel on s'attarde le plus, sur lequel on parle, on publie le plus. Au niveau grammatical aussi, le masculin qui l'emporte toujours sur le féminin. Et puis le langage sexiste au niveau du discours, suppression du féminin, de la présence de la femme, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'avoir une langue genrée ou une langue sexiste pour donner lieu à un langage sexiste. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des langues, notamment le turc, qui n'a aucune notion du genre. Même pour les pronoms personnels, il n'y a pas de différence entre il et elle. Et donc, c'est pas forcément la langue qui fait le sexisme dans l'emploi du langage. Donc le problème, il se situe où? C'est les nombreux féministes et personnes engagées, ils dénoncent que la langue française favorise le masculin aux dépens du féminin et du non-binaire. Mais aussi, un problème que moi je soulève, c'est que les détracteurs de la féminisation expriment une opposition ferme et intransigeante, et ils refusent parfois d'admettre l'existence du problème. Et moi, c'est surtout c'était à ce niveau-là que je me suis dit, ok, là c'est une question intéressante, pourquoi est-ce qu'on refuse d'admettre que c'est un problème, si on le soulève? Okay. Donc la langue et son emploi trahissent une mentalité sexiste. On va voir un peu, une chronologie. Donc la féminisation n'a pas toujours été une question polémique, ça n'a pas toujours été un domaine controversé. Et puis non, cette fameuse règle du masculin qui l'emporte sur le féminin n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, on peut voir dans de nombreux ouvrages de Viano, elle se consacre énormément à cet aspect, et à travers l'Académie française, parce qu'il faut savoir que cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, elle dénonce que c'est lorsqu'on a fondé l'Académie française, son objectif était de créer un dictionnaire, mais aussi de fixer la règle, et une des décisions, c'était d'enlever cet aspect féminin de la féminité de la langue. Donc, puis les débats sur l'accord de proximité remontent à très très longtemps, et ça n'a pas toujours été une question engagée de féminin. La proximité, c'est pas forcément par rapport aux femmes et aux hommes, mais c'est aussi sur un point de vue grammatical, parce qu'il y a aussi les objets inanimés qui ont un genre, et ça on trouve. Et puis de nombreuses formes qu'on nomme aujourd'hui épicènes, comme même néologistes, comme autrice, professeur, philosophesse et possesseurs, on les retrouve dans des siècles, dans des textes qui remontaient à plusieurs siècles. Donc ce ne sont pas vraiment des néologismes. Donc ce que l'on considère aujourd'hui comme des procédés de féminisation linguistique étaient autrefois des pratiques courantes qui ne suscitaient pas autant de controverses qu'aujourd'hui. Okay. Alors la nécessité de la féminisation. Selon moi, il faut se poser la question, est-ce que la langue peut être un vecteur d'inégalité? C'est très difficile de répondre à cette question parce que ça donne matière à débat. On peut être pour ou contre, mais selon Laurie Saint-Martin, professeure au département d'études de littéraire à l'Université de l'UQAM, elle dit que oui, la langue influence les mentalités influencent les actions. Puis si on entend depuis qu'on est tout petit, voilà, le masculin l'emporte sur le féminin, ça peut aussi avoir des répercussions, parce que c'est très difficile de dissocier le masculin dans la langue que masculin dans la vie de tous les jours. Donc déjà au niveau social et professionnel, la féminisation œuvre pour conférer une visibilité légitime. Et on retrouve plusieurs... vous pouvez trouver très facilement des extraits de ce genre. Les ingénieurs ont toujours été très présents dans le monde de l'entrepreneuriat. Et là, on peut
si on veut se représenter une image, essayons d'imaginer combien de femmes est-ce qu'on peut imaginer ici, est-ce qu'elles sont majoritaires, est-ce qu'elles sont présentes et autres. Donc, vous voyez, ça vraiment, ça intervient, enfin, leur argument, c'est que ça intervient à un niveau subliminal parfois. Et puis, ce qui était aussi intéressant, c'est que plusieurs arguments en défaveur de la féminisation ne relevaient pas toujours du niveau linguistique. C'était très souvent des arguments au niveau social et au niveau culturel. Là, j'ai choisi ici pour vous quelques arguments que l'on retrouve, qui étaient émis par les académiciens lorsque l'Académie française a été fondée. Donc, c'était au XVIIe siècle où, par exemple, un travail réservé aux hommes enlève à la femme un signe extérieur de la féminité, et leur argument, c'était que les activités prestigieuses doivent... excusez-moi, il y a une erreur au niveau du dernier. C'est que les activités prestigieuses doivent rester au masculin et non pas au féminin. Wishful thinking, on va dire peut-être. Et oui, donc les professions qui étaient interdites aux femmes ne peuvent pas être qualifiées au féminin. Elles se devaient de rester en masculin. Ok, donc les solutions proposées, il y en a énormément, plusieurs, des ouvrages didactiques, d'autres qui sont engagés, mais qui ont fait aussi un tour historique. On peut avoir énormément de méthodes et adaptées aux différents types et genres de textes. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'engagement en fait des institutions. Et puis, dans le contexte francophone, que j'ai ciblé quelques régions, par exemple ici au Québec, on félicite d'ailleurs l'Office québécois de la langue française, qui offre des propositions depuis 1979 en faveur de l'écriture épicène. Puis notamment sur les titres et les fonctions. On va voir en Suisse aussi, en Belgique, le Conseil de la communauté française. Ah oui, en Suisse, il y a même une loi, c'est une loi fédérale qui impose la rédaction non sexiste, surtout dans le domaine administratif. Alors en France, on entend souvent que voilà, la France est un pays vraiment réticent par rapport à la féminisation. C'est peut-être le cas, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment dissocier, par exemple, l'Académie française du gouvernement. Le gouvernement propose quand même des circulaires et des guides pour encourager une communication non stéréotypée, même si elle est peut-être par la suite pas aussi bien accueillie. Ok, alors dans les médias, ça c'est intéressant. Dans les médias, c'est un petit peu, on tombe dans la caricature, dans les exemples sulfureux, et c'est pas toujours représentatif. Et je dois avouer que beaucoup d'entre nous, peut-être parfois, c'est comme ça qu'on y est initié. Puis là, c'était une anecdote aussi pour voir que le refus, même au niveau de la scène politique en France, Alors, sur les réseaux sociaux, on ne va pas s'attarder parce que c'est pas très réjouissant, mais bon, comme vous voyez, il y a le refus, il est là, même si peut-être ces exemples ne représentent pas la totalité des prises d'opinion, mais quand même, c'est quand même un caractère que l'on retrouve énormément. Puis oui, et puis l'écriture inclusive, c'est illisible, ce n'est pas... Ok, alors... Voyons les arguments de l'Académie française. Donc l'Académie française, d'abord, elle affirme qu'elle ne s'oppose pas à la féminisation tant que ça reste au niveau lexical. Toutefois, selon elle, ça doit être uniquement lorsque c'est imposé, lorsqu'on n'a pas d'autre choix. Et par exemple, elle rejette des formes comme professeur, recteur, auteur et autres qui, selon elle, sont contraires aux règles ordinaires et constituent des barbarismes. Au niveau syntaxique, alors selon elle, la féminisation syntaxique, en fait, c'est un contresens qui donne lieu à des propositions contraires à l'esprit de la langue et puis au génie de la langue aussi, le terme qu'elle emploie. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, selon l'Académie française, il n'y a aucun rapport entre le genre grammatical et le genre naturel. Le genre naturel, ici, c'est les propos de l'Académie. Donc, le genre féminin est un genre discriminatoire. C'est le féminin qui est discriminatoire et non le masculin. Parce que dans la langue française, donc, on a le genre masculin générique à valeur non marquée et le féminin marqué. Donc, féminiser la langue renvoie justement amène à discriminer et à instituer une ségrégation.
Et l'Académie nous rappelle que seule l'Académie française a été instituée gardienne de l'usage. Donc, selon l'Académie, elle estime que les textes réglementaires doivent respecter strictement la règle de neutralité des fonctions, parce que le masculin non marqué est neutre. L'usage générique du masculin est une règle simple à laquelle il ne doit pas être dérogé. Donc, alors, mes réponses. Alors moi, j'ai tenté au début, je me suis dit, le problème, c'est pas possible, on peut trouver une solution, essayer de penser comment résoudre ce problème, que ce soit au niveau lexical et grammatical. Non, j'ai pas de solution pour vous. Je suis désolée, mais je serais curieuse de savoir si vous avez d'autres propositions. Mais ce qui est important, c'est que c'est un problème qui dépasse les frontières du texte et du discours. Et c'est à ce niveau-là que moi, ça m'intéresse. Et surtout, l'argument que voilà, le genre grammatical est différent du genre naturel, et on préfère bien sûr à cette expression genre naturel, genre social ou genre biologique. Pour moi, cet argument n'est pas fondé parce que ça va au-delà du texte. Lorsqu'on dit masculin, on ne peut pas s'empêcher de penser à homme, féminin, à femme, que ce soit un objet animé ou inanimé. Donc, et puis, le fait aussi que, selon l'Académie, la langue française est une langue finie, parfaite, qu'il ne faut pas modifier parce que cela nuirait à son génie. Moi, je rappelle que l'Académie française a soutenu des modifications, des rectifications, notamment celles de 1990, qui ont fait polémique, qui ont fait un tollé, où énormément de personnes s'y opposaient. Et les arguments avancés justement ici pour soutenir cette rectification, pour moi, on pourrait aussi les imposer à toutes ces initiatives de féminisation. Et puis la langue ne peut pas être immuable dans un monde en perpétuelle évolution, parce qu'il ne faut pas oublier que même si l'Académie est au service de la langue, tel qu'elle le dit, la langue est au service des usagers, au service des personnes qui l'utilisent. Donc d'une certaine façon, l'Académie est à notre service, et on ne peut pas ignorer que le monde évolue. Donc la langue doit évoluer sans que cela n'affecte ou nuise à son génie. Alors, les défis, selon moi, c'est la structure binaire de la langue française, parce que l'écriture épicène n'est pas inclusive. Donc ça, c'est un des problèmes. Féminiser la langue, féminisation, c'est vraiment contre masculinisation. Donc c'est vraiment un rapport ici, un duel entre deux aspects, et ça peut ignorer d'autres. Donc pour le non-binaire, la féminisation n'est peut-être pas la solution la plus adéquate. Et puis pour moi, féminisation, ça insiste aussi énormément sur le rapport de force. Ça fait masculin contre féminin, parce qu'on ne peut pas féminiser sans masculiniser. Et pour moi, c'est aussi un des défis auxquels cette initiative fait face, parce que dès qu'on entend féminisation, on peut avoir peur, on peut penser à d'autres choses, parce que c'est vrai que ce soit dans les médias ou autres, on préfère vraiment, pour faire des gros titres, c'est vraiment les exemples les plus sulfureux, les plus caricaturaux, et puis c'est ça. Bon, alors, j'insiste sur le fait que le langage sexiste existe en dépit des langues genrées ou sexistes. Donc, puis que la question de l'écriture épicène, bien sûr, se pose au-delà des frontières linguistiques. Et ce sont les mentalités et les pratiques sexistes qui donnent lieu à une langue sexiste et donc à un langage sexiste, parce que bien que on dise que la langue française soit sexiste, je ne pense pas que toutes les personnes qui emploient le français le soient. Puis la féminisation linguistique n'appelle pas à imposer des pratiques, ça il faut le rappeler, mais plutôt à les tolérer. Et c'est là que pour moi se situe vraiment le plus grand problème, c'est le fait qu'on refuse de tolérer ces propositions. Puis bien sûr, il importe de distinguer les différentes dimensions de la féminisation linguistique. C'est un combat qui a plusieurs dimensions et qui va au-delà des propositions les plus caricaturales, comme on l'avait dit. Moi, pour ma part, je ne prétends pas défendre cette cause ou autre, mais c'est des aspects qui sont importants. Bon, mais c'est déjà fini. Merci beaucoup.